Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Esprits de Nacre de Christelle Peraldi, publié aux éditions Le Héron d'Argent. Dans ce roman, nous allons nous promener à Montego Bay, à la Jamaïque. Au milieu du XVIIIe siècle, le manoir de Rose Hall et sa plantation de Palmyra viennent tout juste d'être fondés. John Palmer en est le propriétaire. Avec ses larges épaules, il dégage un certain charme aux yeux de la gente féminine. Cette impression est peut-être due uniquement à son regard doux et son caractère posé un poil romantique. En 1818, il a une trentaine d'années et est plutôt bien installé dans la vie. Propriétaire de la plus prospère plantation de Montego Bay, il est le célibataire en vogue, même si pour certaines, il manque un petit peu de virilité brute. C'est aussi en 1818 que la jolie blonde Annie Patterson arrive à la Jamaïque pour vivre chez son oncle Sir Patterson et son cousin Woodrow dit Woody. À tout juste 17 ans, il est grand temps pour elle de convoler en juste noces. Mais dans son Birmingham natal, c'est chose impossible depuis la mort de sa mère dans des circonstances que l'Église condamne. Sa réputation, en Angleterre étant ternie à jamais, elle espère qu'ici, à Montego Bay, elle a un avenir. Quand la pétillante et souriante Annie arrive à Patterson House, elle y rencontre sa famille et le taciturne cousin Woody, le fils unique de la demeure. Solitaire et taiseux de nature, il est tout l'opposé de sa cousine. Lui passe son temps dans les livres et les plantes et n'aime pas trop tenir une conversation, du moins avant l'arrivée d'Annie. Dora, l'intendante de la maison qui a vu grandir le jeune Woodrow, sait que le jeune homme est un incompris, mais reste à sa place de domestique. Elle, qui a été affranchie jeune, sait où est sa place en toutes circonstances. Alors tout en restant dans les limites de sa position, elle se réjouit de voir Woody réagir positivement à la présence de ce petit bout de femme d'1m45 à la conversation facile. Annie est venue chez son oncle avec un objectif de mariage. Pour ce faire, elle doit être introduite dans le monde restreint de Montego Bay. Lors d'une fête organisée à Rose Hill par John, Annie est présentée au gratin de l'île. Si tous s'accordent sur sa beauté et son charme, certaines, mademoiselle Rousse en tête de file, ne sont pas ravies de voir une concurrente arriver du vieux continent avec la fraîcheur de la nouveauté chevillée au corps. Pour ruiner les chances de la débutante, mademoiselle Rousse n'hésite pas à se servir de ce que son cousin Woody a confié au peu respectable Alexander Canyon, à savoir que sa mère serait morte par suicide, jetant l'opprobre sur le nom des Patterson. Annie a eu beau essayer de se défendre, John le Rôde a eu beau tenter de ramener la conversation ailleurs et à défaut d'y parvenir d'attirer l'attention vers le buffet, rien n'y a fait. Annie est partie blessée au bras de son cousin, suivie de près par Dora qui n'a pas osé intervenir, ce que lui reproche Woody une fois en route vers Patterson House. Une fois remise de ses déboires, Annie remonte en selle. Le gentil John n'est pas rebuté par les antécédents d'Annie et continue de la fréquenter jusqu'à lui proposer le mariage. Annie, qui tient sa revanche, accepte sans hésiter. Après son emménagement à Rose Hall, elle a débauché Dora, dont elle ne peut plus se passer, et apprécie sa vie de jeune mariée auprès de son gentil époux. De leur union, un charmant petit bonhomme verra le jour, pour le plus grand bonheur d'Annie. Malheureusement pour la jeune mère, toutes les bonnes choses ont une fin. Elle va vite devoir l'apprendre et l'affronter. Parallèlement, nous rencontrons le jeune pickpocket de Bristol, Robin, une vingtaine d'années. Cet orphelin de mère est obligé de composer avec un beau-père grippe-sous, penché sur la bouteille, qui a hérité de sa ferme familiale en épousant sa mère sur son lit de mort. Un jour de défilé, il vole la mauvaise personne, Arte Lupi, une romaine bilingue à la santé sportive. En lui volant sa bourse pleine, il ne s'attendait pas à devoir retrouver un bracelet de 13 perles noires perdu pendant sa fuite. Arte est crampon, elle veut ses perles, elles lui sont indispensables pour enfin pouvoir échapper à son mariage avec Tristano Lupi. Robin va finir par y voir son intérêt et va finalement suivre Arte dans son aventure. Les perles sont hantées et lui seul peut communiquer avec celui ou celle enfermé à l'intérieur. Arte et lui vont donc embarquer sur un 3-mâts direction Montego Bay aux côtés de Lord Benton et de Charles Hugo, médium en recherche de notoriété. Arte et Robin vont-ils croiser la route de Annie et John ? Qui est cette âme noire enfermée dans le bracelet ? Y a-t-il un trésor, comme la légende le voudrait ? Celle que l'on appellera dans le futur la sorcière blanche de Montego Bay mérite-t-elle son titre ? À vous de plonger dans cette lecture pour découvrir les réponses à toutes ces questions.
lecture qui mêle enquête, mystère, quête personnelle, mysticisme, le tout dans un décor jamaïcain verdoyant. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 17 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!